Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée à la construction et la rénovation de maisons. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous, en tout cas les nombreux propriétaires ou les futurs propriétaires, la question de la valeur patrimoniale d'une maison individuelle, que ce soit lors de sa construction ou lors de sa rénovation. Et on en parle avec David Lacroix de Berval. Bonjour. Bonjour Isabelle. Et puis Alexandre Juvet d'Épargne Plurielle. Bonjour à vous. Bonjour Isabelle. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine. Alors, Alexandre, pour commencer, c'est quoi l'importance de la valeur patrimoniale d'un bien immobilier et pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui ? Alors avant de répondre à la question, j'aimerais déjà répondre à une question qu'on me pose souvent. C'est est-ce que c'est intéressant d'acheter d'abord sa résidence principale ou d'abord un investissement locatif ? Et souvent, ce qui est fait par les Français, c'est plutôt un investissement en résidence principale, sauf que patrimonialement parlant, ça ferait plus de sens d'acheter un investissement locatif. Pourquoi est-ce qu'on se concentre, nous, sur l'investissement de la maison principale ? C'est parce qu'il y a l'affect qui entre en jeu ? Évidemment, il y a beaucoup d'affect. On a tous envie de pouvoir mettre son clou dans le mur, de faire un peu ce qu'on veut chez soi. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment la chose la plus utile par rapport à la construction patrimoniale ? Pas forcément, parce que on peut très bien démarrer par un investissement locatif, un petit investissement locatif qui va permettre de générer des revenus complémentaires et augmenter sa capacité d'emprunt. Et ensuite, dans un deuxième temps, on pourra acheter sa résidence principale. Alors que si on fait l'inverse, souvent on va chercher à avoir la plus belle résidence principale possible. Donc on met tous ses œufs dans le même panier, c'est ça voilà, oui. L'idée. Ouais. Et du coup, on va épuiser sa capacité d'emprunt pour les 10 prochaines années, à moins d'être augmenté très fortement. Mais sinon, on se bloque en termes de création de patrimoine pendant une dizaine d'années. Point de vue intéressant, ça, David. Oui, c'est un point de vue intéressant et très logique d'un point de vue patrimonial et financier. Mais pas affectif pour le coup. C'est pas intuitif en tout cas. Pas bancaire. Parce que dans ma carrière, j'étais banquier et les banques souvent sont assez réticentes à vous prêter pour un investissement locatif alors que vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale. C'est pas une question de garantie. Pourtant, je rejoins tout à fait les propos parce que effectivement, ça s'ajoute. Après, ça veut dire que si on ne peut pas prêter, on peut pas emprunter, il faut qu'on ait l'apport pour avoir son premier investissement locatif et qu'on puisse l'autofinancer. Mais je rejoins. On peut commencer par un premier petit investissement locatif et puis après grossir. Et effectivement, une fois qu'on a un patrimoine un petit peu plus conséquent, au bout de 7, 8, 9 ans, on a augmenté son pouvoir d'emprunt par le rapport charge-ressources. Donc c'est ça que vous conseilleriez aux jeunes ou aux futurs primo-accédants qui nous écoutent ? Alors après, bien sûr, chaque situation est différente. Oui. Ça dépend de où on habite. Est-ce qu'on habite à Paris ou en province ? Mais je dirais que en tout cas, d'avoir la réflexion et de considérer les deux options me paraît être une bonne idée. Ouais. David, lorsqu'on décide de faire construire une maison, quelles sont les caractéristiques qui vont le plus influer sur sa valeur patrimoniale ? Alors, le premier, c'est une très vieille loi de l'immobilier, l'emplacement et l'emplacement. Alors, nous, chez Berval, c'est notre spécialité. On construit beaucoup en zone urbaine. Il nous est arrivé de construire sur des 2-3 mitoyennetés, sur des rues. Je me souviens d'un projet particulièrement sur le Perreux-sur-Marne, où on est quasi en triple mitoyenneté. On est sur une rue à sens unique. On est proche de la gare du Grand Paris qui est en cours de construction, pas très loin de la gare. C'est des projets sur lesquels il faut un chausse-pied pour pouvoir intégrer la maison. Mais c'est des projets sur lesquels vous réintégrez un habitat neuf, entouré d'un habitat qui est plus ancien, qui est plus vétuste, et vous avez du coup un bien que vous avez construit aux dernières normes, sous la RE 2020, donc avec une consommation énergétique qui est très maîtrisée, qui est dans l'environnement urbain, donc proche des commerces, proche des transports, donc qui présente tous les atouts. Donc ça, en termes de valeur patrimoniale, vous avez une valeur forte, parce que vous avez l'emplacement, vous avez la technicité du produit, vous avez un produit qui correspond aux dernières règles ou aux normes architecturales, et vous avez un produit qui est très peu énergivore. L'emplacement, vous validez, vous confirmez, Alexandre, c'est vraiment la règle numéro 1 ? C'est effectivement une règle très importante. Après, il y a le prix d'achat, évidemment, qui est important, mais il y a aussi les normes énergétiques. Et le fait d'être aux normes environnementales les meilleures et d'avoir les matériaux les plus nobles, ça va permettre à terme de pouvoir avoir une plus-value sur sa résidence principale qui est exonérée pour l'instant, beaucoup plus importante. Donc pour moi, c'est un choix
lorsqu'on achète sa résidence principale, de comparer les différents promoteurs et de voir ceux qui ont le sens du beau et le sens de la qualité dans leur construction. Ça, c'est vraiment essentiel dans la rénovation. Dans la rénovation ou la construction? Les deux. Les deux, peut-être d'ailleurs, oui. Dans la construction, oui. En plus, nous, on est NFHQE, donc avec Cercal, donc nos maisons livrées sont certifiées. Sont certifiées NFHQE. Moi, il y a toujours une anecdote que je relève, c'est que je vois de temps en temps des biens à vendre sur le Bon Coin, d'autres sites, et les gens, les vendeurs se font référence au fait que ce soit une Berval, parce que c'est une marque. C'est une marque depuis 1932. Les maisons, si elles ont toujours conservé au fil des années, elles ont une plaque qui les identifie. Donc, c'est une plus-value de vendre une Berval, c'est une marque. Sur la rénovation, vous l'abordiez, Isabelle, c'est pareil. La rénovation, c'est remettre une maison au goût du jour, c'est continuer à bénéficier de l'emplacement, parce que vous restez à l'endroit où vous êtes. Donc, vous avez une maison qui est bien située, qui est proche des commerces, qui est proche des transports, proche des écoles, c'est des choses importantes, proche des lieux de vie, surtout dans un monde où on veille à moins se déplacer, en tout cas de manière individuelle, plus collective. Donc, c'est aussi, ça répond aussi aux critères de la société d'aujourd'hui, et d'avoir une maison qu'on relève par la rénovation, qu'on remet au goût du jour, qu'on remet dans des normes énergétiques, dans une consommation d'énergie qui est responsable et raisonnable. Ça aussi, c'est un gage de plus-value. Oui, il y a beaucoup de sujets à aborder autour de ce thème de la transition écologique et donc ça, c'est déterminant pour le patrimoine, pour la construction du patrimoine. Oui. De nouveau, si on se place sur le côté des chiffres, le fait d'être sur les meilleures normes énergétiques va mécaniquement créer du patrimoine, parce que on constate aujourd'hui, il y a beaucoup de passoires énergétiques, c'est-à-dire dans des DPE F ou G, qui vont avoir beaucoup de mal à se revendre à la moyenne des prix du marché, et du coup, souvent, il y a une marge de négociation de 15 à 20% par rapport à la valeur médiane. Colossal, hein. Et ça, c'est simplement parce que le coût de la rénovation va être important. À hauteur de combien? Alors là, si on a un pourcentage, c'est difficile à déterminer. C'est très variable. Des fois, j'ai cette question de la part de prospects. C'est coûte combien une rénovation? C'est combien en mètre carré? Même dans le neuf, c'est impossible de répondre à cette question, parce que sur une rénovation lourde, ça dépend de l'état de l'existence, ça dépend comment ont été faits les murs, comment sont les fondations, comment est le voisinage, comment est l'accès du terrain, et c'est un ensemble de coûts qui peut être bas ou plus élevé et qui fait varier totalement le prix final. Mais en tout cas, une rénovation, c'est aléatoire. Et du coup, le risque est pricé par le fait que ça soit 15 à 20% moins cher quand on achète une passoire F ou G, par exemple. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui hésite entre faire construire ou rénover une maison en tenant compte des tendances économiques actuelles? En fait, c'est très difficile d'y répondre. Moi, j'ai envie d'y répondre sur un axe différent, parce que le côté affect, ça, je peux pas y répondre pour la personne qui va acheter. Donc, c'est plutôt sur l'axe financier. Lorsqu'on achète dans le neuf, notamment, et qu'on fait construire une maison, on va pouvoir emprunter quasiment à 100%. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que du coup, on va faire un effet de levier maximal pour l'acquisition de sa résidence. Lorsqu'on fait rénover, généralement, les banquiers vont être peut-être un peu plus réticents à financer trop de travaux, et donc, on va souvent se retrouver à avoir un apport beaucoup plus important, et donc épuiser ces réserves que l'on a constituées année après année, ce qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, on va emprunter à 3,2 par exemple sur 20 ans, et alors qu'on peut placer sur du long terme à des taux plus importants. Donc, c'est dommage d'épuiser l'épargne qu'on a mis de côté pendant de nombreuses années en potentiellement faisant une rénovation très coûteuse et sur laquelle on n'a pas le même effet de levier que dans le neuf, avec toutes les aides dont j'ai pas parlé. Vous sentez une certaine frilosité pour la rénovation, justement, avec ce que vient de dire Alexandre, ou pas? Non, pas forcément des établissements financiers où je sens une frilosité. En tout cas, moi, sous cet angle-là, c'est sur le choix de l'opérateur qui est fait par le client. Les banques sont très attentives. Est-ce que vous engagez avec un constructeur ou un artisan qui a une assise financière, qui a une bonne réputation? Sous quelle forme de contrat vous êtes? Par exemple, en construction de maison, nous, on est en CCMI, c'est la loi de 1990, contrat de construction de maison individuelle, qui a un cadre protecteur pour le client acquéreur, avec une garantie de parfait achèvement, garantie de paiement sous-traitant, la dommage ouvrage. Tout cela est important.
je rejoins les propos, c'est difficile de dire est-ce qu'il vaut mieux construire ou rénover. Déjà, il y a une grosse part d'affectif. Dans la construction totale, vous allez pouvoir, en respectant le PLU, avoir une maison qui correspond exactement à la distribution que vous voulez, alors que dans la rénovation, même si vous ajoutez des espaces, vous allez devoir quand même faire une partie avec l'existant. D'un côté, vous partez sur un nouveau projet, dans l'autre, vous restez dans votre lieu d'habitation. Donc, c'est des dimensions qui sont très personnelles, mais en tout état de cause, l'une ou l'autre vous permettent à la fin, lorsque c'est mené par des professionnels sérieux et de manière globale, vous permet d'avoir un produit actuel, encore une fois, avec des normes énergétiques et des normes de consommation qui sont tout à fait dans les standards actuels et qui vont retrouver une valeur. Je ne sais pas quel sera le coût de l'énergie dans les années qui viennent, mais sans être devin, je pense qu'on risque plus une période inflationniste qu'une période de baisse. C'est important ça, la certification quand on veut augmenter la valeur de son patrimoine, de s'assurer que les constructeurs sont fiables, d'avoir une étiquette, une sorte de validation, ça augmente Alors, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, parfois on va vendre des investissements locatifs neufs et c'est vrai que suivant le promoteur et la qualité de celui-ci, de sa signature, les banques vont potentiellement refuser des dossiers parce que elles sont pas en confiance sur ce type d'acteur et donc comme potentiellement si la personne ne rembourse pas le crédit, elles peuvent se retrouver avec des maisons, des appartements et donc elles ont envie qu'il y ait une vraie valeur patrimoniale. Donc c'est là où Maison Berval fait la différence. Notamment. Alors nous, on a notre histoire. Alors certes, l'histoire, c'est la lanterne qui éclaire notre dos. On existe depuis 1932, mais on a un futur aussi. On est adossé à un groupe qui est numéro 1 français, le groupe Exaom. C'est des points importants. Puis je pense qu'on se lance pas dans un projet en disant tant pis, même si mon opérateur il est pas très cher, s'il fait faillite, je verrai plus tard. On se lance dans un projet pour aboutir avec lui. Très engageant. On se lance dans un projet avec lui. Il y a une garantie décennale, donc on se lance aussi pour que l'acteur il soit là au bout de 10 ans et qu'il nous suive. Je pense pas que les gens vont se lancer dans l'achat d'une voiture neuve en se disant la marque elle va disparaître dans 1 an et si on va se poser la question des pièces détachées. C'est pareil sur la construction, c'est un projet de long terme, donc il faut s'engager avec un acteur de long terme et qui sera là aussi pour longtemps pour vous accompagner sur tout ce que vous voudrez faire évoluer. Vous diriez entre placement financier ou placement immobilier? Est-ce qu'il faudrait l'un ou l'autre ou les deux? Moi j'ai tendance à dire plutôt les deux parce que les deux sont complémentaires en fait. Je vois la capacité d'emprunt comme un actif qu'il faut chercher à maximiser. Donc, d'investir dans l'immobilier, je pense que c'est la première chose à faire en considérant l'ensemble des choses qui s'offrent à nous. Souvent, on va mettre de l'apport dans un achat immobilier. Mais après, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait de son épargne financière? Mais là, après, il faut répartir entre le très court terme de disponible en cas de coup dur et en fonction du profil de nos clients, plus ou moins risqués, on va leur conseiller entre 3 et 6 mois de salaire de côté d'immédiatement disponible, puis ensuite des choses plus long terme placées sur l'assurance vie ou d'autres supports d'investissement. Puis il y a un point à souligner, oui, David. Tout à l'heure ça a été évoqué, c'est hyper important, c'est que la résidence principale est dans la fiscalité d'aujourd'hui exonérée sur ses plus-values. La durée de détention d'un bien sur une maison, on va être dans les 8-10 ans. Donc, c'est aujourd'hui le seul produit sur lequel, lorsque vous vendez, vous avez une plus-value, vous n'avez aucune taxe, vous n'avez pas d'impôt, ce qui n'est pas le cas de tous les autres supports. On peut aller dans l'immobilier, mais on diversifie aussi. C'est un peu ça le message que vous dites là. Après, chaque client est différent et j'ai souvenir de clients qui ont toujours investi dans leur résidence principale et qui l'ont augmenté progressivement et qui se sont créés un gros patrimoine. Et une fois que les enfants sont partis, ils ont revendu pour avoir un peu plus petit et du coup, ils ont un capital assez important. En tout cas, c'est vrai que c'est pas une niche, mais cette opportunité fiscale est intéressante à considérer. David, quelles sont les tendances actuelles dans la construction qui permettent d'augmenter la valeur patrimoniale d'une maison? Sur quoi est-ce qu'on s'appuie? Alors, déjà, sur le caractère distinctif que peut avoir une maison, alors qu'elle soit en construction ou en rénovation, sur l'architecture, sur son aspect. Il y a des choses, le parement brique, le parement pierre, ça plaît beaucoup. Sur les équipements que vous pouvez avoir, ça peut être sur la pompe à chaleur, sur le VMC, avec la domotique, tout ça. La domotique, oui. Mais avoir des partenaires industriels de qualité, c'est important d'avoir des marques reconnues dans la maison qui sonnent aux oreilles
des acquéreurs. La consommation énergétique, j'en parlais, les menuiseries. Je vois les gens sont très attachés aussi à la qualité des menuiseries, c'est important d'avoir ce sentiment de qualité. La menuiserie, c'est quelque chose que vous ouvrez souvent, donc vous l'avez en main, donc vous sentez la qualité du produit, comme une portière de voiture d'ailleurs. Donc c'est à la fois des critères architecturaux, c'est des critères de prestation, c'est des critères énergétiques, c'est un tout qui redonne et donne de la valeur à votre construction ou redonne de la valeur à votre rénovation. Un conseil, Alexandre, pour maximiser la valeur patrimoniale de notre bien, de notre investissement? Ou plusieurs conseils d'ailleurs. Un conseil pour maximiser son... Je pense que déjà l'emplacement, on l'a dit tout à l'heure, c'est important parce que on le revendra d'autant plus facilement si c'est bien placé. C'est déjà un élément important à considérer. Peut-être la qualité aussi du produit. Alors même s'il y a plus d'investissement, mais ça vaut vraiment le coup, vous le recommandez, plutôt que d'investir sur quelque chose de moins qualitatif. Moins qualitatif. Alors, en fait, souvent quand on va investir dans quelque chose avec un rendement facialement très intéressant, il y a toujours des loups cachés. Si la qualité énergétique elle n'est pas forcément là, dans quelques années, on va se retrouver à avoir de l'argent à sortir pour faire des nouveaux travaux et on ne pourra pas avoir une ligne de crédit supplémentaire. Et donc, on va se retrouver à devoir sortir 10 000, 20 000, 30 000 euros très rapidement. Et j'avais l'exemple en tête d'un client qui était vraiment allé chercher la capacité maximale d'emprunt et qui se retrouvait à devoir revendre un bien parce qu'il en avait marre de chaque année avoir des charges pour mettre en norme ses biens immobiliers. Donc il faut faire attention à ça, effectivement. David, quel conseil pour maximiser notre patrimoine? Je te dirais le premier, on l'a dit plusieurs fois, c'est la résidence principale. Maximiser son patrimoine, c'est investir dans sa résidence principale, faire le bon choix de l'emplacement, choisir un opérateur sérieux de qualité, durable, qui va être là de manière pérenne, faire des choix de prestations qui rendent la maison la moins énergivore possible, et je dirais même la plus économe, à l'inverse. Ça c'est important. Et puis il faut pas omettre l'investissement locatif. Aujourd'hui, on est dans un marché tendu. C'est ce par quoi on a commencé, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. On est dans un marché tendu parce que la construction s'est ralentie au cours de ces derniers temps, et il faut que les gens se logent parce que pour plein de raisons, les jeunes prennent leur envol et leur indépendance par rapport à leurs parents, parce que les couples se séparent, se recomposent et les familles sont recomposées, les gens ont des mutations. Donc aujourd'hui, il y a un marché locatif qui existe. Donc certes, le marché locatif a beaucoup fonctionné par des dispositifs fiscaux. Le Pinel s'arrête cette année. Je ne sais pas s'il sera prorogé, même si c'est appelé de tous les souhaits des acteurs de la construction et de la FFB en premier. Mais un investissement locatif aussi pour quelqu'un, ça peut être quelque chose qui est bien situé, qu'on arrive à sortir à un prix raisonnable, c'est-à-dire avoir une maison qui est adaptée au prix du marché, sur un terrain qui est adapté au prix du marché. Il y a une demande en face. Donc le gain viendra peut-être pas forcément de l'avantage fiscal, mais le gain pourra venir d'un équilibre entre la charge de l'investissement et les loyers, et une valeur de revente à la fin qui est espérée de manière augmentée. Donc ça vaut le coup quand même de regarder, si on se pose la question, de mettre parfois, pour revenir à ce que vous disiez au tout début, de mettre de côté l'affect, même si c'est pas évident, et de sérieusement se poser la question, parce qu'effectivement cet investissement locatif, au tout début de la construction d'une valeur de patrimoine, ça peut vraiment le faire. Bien sûr, c'est quand même beaucoup plus simple de rembourser un crédit avec un locataire que par nos propres salaires. Et on peut facilement avoir des biens qui peuvent s'équilibrer ou quasiment s'équilibrer. Et donc, on crée 200, 300 000 euros de patrimoine sans quasiment rien faire. Et il y a un point que j'aimerais ajouter. Il y a beaucoup de constructions qui se sont faites dans les années 70-80, et à l'époque, les parcelles étaient plus grandes. Aujourd'hui, on est sur des parcelles moyennes de 300 mètres carrés. Et à l'époque, on pouvait être facilement sur des 600, 700, 800. Et souvent, ces maisons se sont construites dans des bourgs qui commençaient à grossir, mais qui étaient qu'au début de leur croissance. Et aujourd'hui, ces bourgs ont beaucoup augmenté. Donc, cette maison qui aujourd'hui était, je dirais, d'un univers peu dense, arrive dans un univers très dense. Et là aussi, proximité des commerces et tout ça. Donc, moi, je trouve que d'inciter les propriétaires qui ont ces grandes parcelles à construire une annexe
qui peut être un bien d'investissement locatif sur un terrain qui est déjà amorti, sur une propriété qui est déjà amortie, sur des réseaux qui existent déjà, parce que les réseaux de distribution existent déjà. Ben, ça peut être aussi un investissement locatif gagnant, une petite annexe qui va faire 50 mètres carrés, ça peut être un grand studio, ça peut être un F2 qui là aussi va trouver un public rapidement, parce que vous êtes en centre-ville, parce que vous êtes bien situé, et puis vous avez une habitation qui est indépendante de la vôtre, donc ça vous gêne pas et ça vous fait un revenu locatif en plus. Et dans une période de crise de logement telle qu'on la connaît, effectivement. Ça se prend. Merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Non, c'est exactement ce que j'allais faire avec la maison que j'ai rénovée. Je vais faire une parcelle pour un petit studio et avoir un complément de revenus. Bah merci pour vos conseils que vous vous appliquez à vous-même. Donc ça veut dire qu'on peut les suivre parce que vous y croyez vraiment à fond tous les deux. Merci beaucoup. Merci David, merci Alexandre. Et à bientôt pour un nouveau podcast.